Olivier Levasseur est un pirate de légende, mais pourtant, nous ne savons que peu de choses sur ses origines. Présumé né le 5 novembre 1695 à Calais, il serait possible qu'il ait vu le jour dans les Caraïbes sur l'île de la Tortue, dont le gouverneur portait le nom de Levasseur. Très tôt, Olivier Levasseur apprit les rudiments de la navigation grâce à sa famille et notamment son grand-père qui était un marchand marin. La guerre de succession d'Espagne est un conflit qui offre l'opportunité à Olivier Levasseur de réaliser son rêve, partir écumer les mers, l'océan étant sa seule vraie maison et une source d'aventure et de trésors. Dès l'âge de 15 ans, Olivier Levasseur quitte les côtes européennes comme des milliers d'autres marins afin de combattre et d'offrir la victoire à la France. Mais ce n'est pas dans la marine royale que le jeune Olivier Levasseur s'engage, mais dans les rangs des corsaires. Ces derniers ont été à l'époque le fer de lance des forces coloniales. Rapides, intrépides et sans pitié. Les corsaires harcelaient les ennemis de la couronne, permettant d'affaiblir l'ennemi tout en s'enrichissant. Le jeune marin goûta ainsi à une grande liberté qu'il garda toute sa vie durant. En 1713, la paix fut signée. Ce qui devait sonner comme une véritable victoire pour les royaumes ne fut qu'une nouvelle amère pour les nombreux marins partis combattre. Ils ne furent ni remerciés, payés une misère et laissés à leur propre sort dans les Caraïbes. De nombreux marins sombrèrent dans la pauvreté, obligés de travailler pour une misère. Mais, certains décidèrent que ce funeste destin ne serait pas le leur. Si les couronnes ne voulaient plus d'eux, elles les serviraient en leur offrant des proies de choix. Olivier Levasseur fut l'un d'entre eux, et le jeune corsaire qui allait devenir un des plus grands pirates de l'histoire se lança dans la piraterie. Afin de devenir un pirate digne de louange, Olivier Levasseur se devait d'acquérir un navire dont il serait le capitaine. À bord du navire Le Portillon, le nouveau pirate organisa une mutinerie. Après celle-ci, Olivier Levasseur devient capitaine et partit recruter des marins sur l'île de la Martinique. Les hommes qui le rejoignirent n'étaient pas de simples marins, mais des hommes de la garnison royale de l'île. L'équipage au complet, le navire gréé et prêt à combattre, Olivier Levasseur se devait de trouver un pseudonyme qui resterait gravé dans la tête de ses victimes. Le jeune garçon qui apprit à naviguer avec son grand-père prit le nom de Labuse, en référence à l'oiseau européen, réputé être un prédateur né et qui élisait domicile dans sa terre natale, la France, mais également au sein du grand château de son ancien roi Louis XIV, Versailles. Labuse partit en quête de trésors et prit d'assaut un navire anglais. Le capitaine du bâtiment ne put décrire aux autorités que le drapeau de son assaillant. Un drapeau noir orné de 4 têtes de mort, 2 tibias entrecroisés au milieu et des larmes blanches parsemant le pavillon. Ce que le capitaine avait vu n'était autre que le pavillon de Labuse. Le nouveau pirate commença à installer une réputation d'homme sans pitié, exigeant une coopération totale ou une défaite totale. Le pavillon changea à terme afin de devenir le drapeau iconique. En 1716, Labuse rencontra 2 grands pirates qui, comme lui, ont marqué l'histoire. Benjamin Hornigold et Edward Teach, connus sous le nom de Barbe Noire. Ces derniers étaient célèbres pour avoir créé la République pirate de Nassau qui terrifia les Caraïbes pendant des années. Labuse s'associa avec Benjamin Hornigold et ensemble, ils écumèrent les mers, détruisant, pillant, raflant de nombreux navires. Leur épopée, les précédents, Samuel Bellamy, connu sous le nom de Black Sam, les rejoignit, augmentant la menace que représentaient les pirates de Nassau. Mais la luxuriante association fut rapidement fragilisée. En effet, Labuse était français et Hornigold était anglais. Ce dernier refusa ainsi catégoriquement de piller les navires anglais. Ce désaccord prit une ampleur qui dépassa l'équipage. Le conseil des pirates de Nassau prit l'affaire au sérieux et décida qu'il était nécessaire d'exclure Hornigold de la confrérie des pirates. Ces derniers ne devaient en aucun cas donner un traitement de faveur, surtout gratuitement. Hornigold fut ainsi banni, mais cet acte deviendrait un des clous sur le cercueil de la République de Nassau. Labuse perdit certes un associé de qualité, mais Black Sam était un coéquipier réputé pour son efficacité. Les 2 associés prirent le large et attaquèrent un navire français. Un pactole de 30 000 livres fut ainsi raflé. Le duo Forban entreprit des raids au large des côtes est américaines. Mais cette fois-ci, c'est une résistance armée qui les attendit. Le combat naval eut lieu, et cette fois-ci, Black Sam fut sévèrement touché. Ce dernier coula avec son navire, laissant derrière lui Labuse, qui retourna à Nassau sans butin, sans associé. Labuse pensait à cet instant que le revers qu'il avait subi n'était que le passage. Il ne se doutait pas à cet instant que la République de Nassau était sur le point de s'effondrer à tout jamais. En 1718, Nassau s'effondra.
écrasé par la main de Wood Rogers. L'ère de la piraterie dans les Caraïbes chantait son requiem, mais pas pour la Buse. Ce dernier refusa de couler avec Nassau. Un navire qui coulait ne devait pas forcément sonner comme la fin de son capitaine. Ainsi, la Buse prit la fuite afin de se rendre dans un des derniers refuges pirates, l'océan Indien, dont le cœur battant était Madagascar. Un an plus tard, la Buse arriva à Madagascar en s'enrôlant comme officier au sein d'un navire pirate de William Woody, le Rising Sun. Une nouvelle association émergea entre les deux pirates qui accueillirent également un troisième, répondant au nom de John Taylor. Le 20 avril 1721, la Buse et John Taylor étaient partis ensemble sillonner les mers et s'étaient associés au pirate Edward England. Cette association fut brève et les deux compères s'installèrent sur l'île Bourbon, connue aujourd'hui sous le nom de l'île de la Réunion. Le 26 avril 1721, la Buse et John Taylor marquèrent à jamais l'histoire de la piraterie. Un navire de grande envergure était accosté pour réparation dans la rade de Saint-Denis, au nord de l'île. Le grand vaisseau portugais, qui répondait au nom de la Vierge du Cap, était la prise rêvée. Un trésor flottant qui, pour une fois, avait baissé sa garde. Ce moment de faiblesse allait lui être fatal. L'équipage de la Vierge du Cap virent deux navires s'approcher d'eux. Ces derniers hissaient pavillons anglais et français. Cela ne pouvait être une attaque, car les royaumes étaient en paix. Mais le capitaine était tout de même inquiet. Lorsque les deux navires inconnus arrivèrent à portée, ce sont deux pavillons noirs qui se hissèrent. Les deux forbans lancèrent l'assaut. D'un point implacable, l'équipage pirate déferla sur le navire. Telle une marée en pleine tempête, la bataille fit rage. Les Portugais opposèrent une sérieuse résistance, mais la force pirate prit à terme le dessus, obligeant les assiégés à capituler. Le navire amiral portugais était désormais sous contrôle pirate, et le butin était d'une valeur inégalée. Deux captifs de marque, le vice-roi des Indes orientales et comte d'Ericeira, Luis Carlos Ignacio Javier de Meneses, et l'archevêque de Goa, Don Sebastián de Andrado. Mais également, il y avait des bijoux, des pièces d'or, des lingots et des diamants à foison. Cette prise historique a été estimée par les historiens à 5 milliards d'euros, faisant de la Buse le pirate ayant fait la plus grosse prise de l'histoire. Le navire fut réquisitionné par la Buse, qui le renomma le Victorieux, en hommage à sa grande victoire. La flotte pirate était renforcée d'un navire de guerre, accompagné d'un second, le Ville d'Ostende, qui s'était rebellé bien que ce dernier fut repris assez rapidement. Quant au vice-roi des Indes orientales, seule l'humiliation et la honte l'attendirent à son retour au Portugal. La réputation sans pitié de la Buse n'était pas un mythe. En effet, il attaqua un vaisseau français, la duchesse de Noailles, pensant faire un butin conséquent. Il ne serait pas aussi glorieux que celui de la Vierge du Cap, mais tout de même, ce butin sera un ajout à son trésor déjà immense. Cependant, après la bataille, ce n'est pas des bijoux qu'il trouva, mais des hommes enchaînés. Le navire était en réalité un navire négrier. La Buse, extrêmement déçue, prit une décision d'une cruauté rare. Il ordonna à ses hommes de mettre le feu au navire, toujours occupé par ses prisonniers. Pour la France, l'attaque de la Buse fut l'attaque de trop. Ainsi, la couronne enclencha une lutte sans pitié à l'encontre des pirates. La Buse et John Taylor se séparèrent ensuite après un désaccord. La Buse avait déclenché la colère de la couronne française, qui était bien décidée à faire tomber le Forban, coûte que coûte. En 1724, la Buse était conscient que sa vie était en danger et que les forces royales étaient à ses trousses. Il entreprit ainsi de brouiller les pistes. La France, tout comme l'avait fait l'Angleterre auparavant, lança un appel afin d'accorder le pardon royal en échange d'un renoncement à la piraterie, une restitution des biens volés et une installation définitive sur l'île Bourbon. La Buse accepte de renoncer à la piraterie, mais sans surprise, il désire hardiment conserver son grand trésor et sa liberté. Il s'installe sur l'île de Madagascar près de la baie Nantonguil, où il offre ses services de pilote sur différents navires. Mais en 1729, la Buse est reconnue. Reconnue par un capitaine négrier et un ancien pirate, Piotr Héroux. Le fugitif est ainsi capturé et amené sur l'île Bourbon. Le 7 juillet 1730, la Buse affronte son dernier combat, son exécution. Après des années de piraterie, de succès, il ne put affronter indéfiniment les autorités qui eurent raison de lui. À la vue de tous, le grand pirate français rendit son dernier souffle lors de sa pendaison. Mais il ne quitta pas le monde mortel sans laisser derrière lui un ultime message. Quelques instants avant sa pendaison, il aurait crié à la foule « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Après cela, il aurait jeté un message écrit dans une langue inconnue.
des cryptogrammes utilisés notamment par les francs-maçons qui devraient indiquer l'emplacement de son glorieux trésor. Après sa mort, le corps de la Buse fut exposé à la vue de tous, mais ensuite, il disparut à jamais. Il existe pourtant sur l'île de la Réunion une tombe à son nom, mais la tombe qui lui est attribuée aujourd'hui n'est pas la sienne. Il s'agit d'une tombe dont la croix a été récupérée par un Saint-Paulois répondant au nom d'Ignace de Villèle suite à un cyclone à un raz-de-marée. Cette croix, possédant un crâne dessus, appartenait à Delphine Hélode, une esclave affranchie décédée le 7 août 1809. La tombe est devenue en 1970 un monument en l'honneur d'Olivier Levasseur, suite aux nombreuses visites des touristes.